Salut les poolers et bienvenue à l'épisode 23 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé par Tout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et je suis toujours accompagné de mon co-animateur, le pooler de Pandora, l'acheteur d'Unobtanium, Guillaume Navi Corbeau. Corbeau, comment ça va? Ça va, je suis tout feu, tout flamme. T'as pognes-tu? Dans l'actualité, je suis pas très avatar. J'ai même pas vu le deuxième et le troisième, mais Non plus. le premier, je me suis taqué les 3 heures. Fait que je suis quand même. Je suis un peu à jour. J'ai pas vu le deuxième et le troisième non plus parce que j'écoutais un petit peu trop de hockey, malheureusement, mais c'est pas grave, je vais sûrement finir par aller le voir parce que c'est quand même un incontournable, là. On s'entend, Avatar, un des plus gros films de l'histoire quand même, il faut le dire. Aujourd'hui, à l'épisode, on continue notre retour aux sources et on vous offre un nouveau long épisode combinant les dump and chase ainsi que le marché des acheteurs et des vendeurs. On va donc vous conseiller 4 joueurs à dumper, 4 joueurs à chasser, 4 à acheter, ainsi que 4 à vendre dans vos pools pour que vous puissiez tenter de gagner votre pool cette année. Surtout que là, ça va commencer à arriver, les playoffs dans vos pools si vous y allez semaine par semaine. Ou sinon, la saison va commencer par finir. On est presque au 50e match de l'année par ailleurs. Et nous, on a encore assez de contenu vraiment pour finir l'année. Guillaume et moi, on s'est même mis ensemble pour voir comment on allait finir l'année. On a vraiment hâte de faire un petit peu plus de contenu. D'ailleurs, merci, je dois le dire, aux poolers et surtout à Frédéric Dumas, Cédric Lorrain et Joël Couturier qui nous ont dit qu'ils aimaient nous écouter pour les épisodes un peu plus longs plutôt que les épisodes plus courts. On vous a entendu, ça nous fait également vraiment plaisir parce que ça nous permet de faire des contenus un peu plus courts, justement, sur les médias sociaux, de faire des reels TikTok, Instagram, YouTube à 100 Pool Podcast. Puis on aime vraiment faire ça. On veut expérimenter un petit peu plus de contenu. Fait que allez vous abonner, likez nos contenus. Ça nous motive vraiment d'en faire de plus en plus pour vous aider à gagner vos pools cette année. Et pour commencer aujourd'hui l'épisode, au lieu d'y aller avec le dump and chase, on va changer les choses un peu puis on va commencer avec le marché des acheteurs et des vendeurs. Et la raison, c'est parce qu'il y a eu un échange dans la Ligue nationale de hockey, un gros échange, le premier, je dirais, de la saison qui va un peu kickstarter le reste du marché réel dans la Ligue nationale de hockey. Évidemment, on parle ici de l'échange de Rasmus Anderson qui est passé de Calgary aux Golden Knights de Vegas. Un choix de premier tour, un choix de deuxième tour qui peut devenir un premier tour si Vegas remporte la coupe. S'il remporte la coupe quand même, ainsi que Zach Whitecloud, le défenseur droitier, et le prospect Abraham Wiebe, que je ne connais pas malheureusement, mais quand même un bon défenseur droitier en Zach Whitecloud, ainsi que potentiellement 2 choix numéro 1 ou même un 1 et un 2, ce qui est quand même vraiment un bon pactole, comme tu l'as dit en dehors de l'épisode, toi et moi. Selon toi, qui est un peu les gagnants et les perdants, dans le fond, de cet échange-là? Difficile pour les Flames de dire que tu as perdu. Tu es allé chercher un choix de première ronde de 2027, donc c'est même pas cette saison, c'est l'année prochaine. Fait que tu sais pas ce que les Golden Knights vont faire, puis avoir la parité dans la Ligue. Il n'y a rien qui dit que les Golden Knights vont faire les séries. À coup sûr, surtout dans cette division dans laquelle Vegas se retrouve, où est-ce que tu as quand même les Sharks et les Ducks qui sont en pleine ascension. Ouais. Peut pas dire que c'est sûr que Vegas va finir au top de sa division. Pour les Flames, un choix de première ronde, un choix de deuxième tour qui peut devenir un choix de première ronde, mais quand même, mettons qu'on dit que c'est un choix de premier tour, un choix de deuxième tour. Zach Whitecloud, qui est pas un défenseur élite, loin de là, mais qui quand même remplit un chandail pour les Flames. Pas besoin de faire monter un jeune des mineurs ou un joueur qui n'a aucune expérience. Whitecloud a eu 300 quelques matchs d'expérience derrière la cravate. C'est un défenseur de 29 ans, droitier. J'ai l'impression que tu pourrais, excusez l'expression, mais reflipper Whitecloud ailleurs contre un choix de, je sais pas, 4e, 5e tour pour compléter une brigade défensive. Ça serait pas utopique d'y penser. Fait que pour les Flames, c'est difficile de dire que tu perds, là, tu gagnes un prospect de B, C, E, peu importe. Ça a plus ou moins d'importance.
Puis du côté des Golden Knights, si tu vas chercher le remplaçant Alex Pietrangelo. Je pense pas Exact. que tu peux remplacer un gars comme Pietrangelo, mais Rasmus Anderson a la saison de sa carrière. C'est la meilleure saison de sa carrière actuellement. Il n'a jamais autant joué, il n'a jamais été aussi productif. Tu sais, comment veux-tu dire que tu perds pour Vegas? T'as-tu vraiment de toute façon, quand tu es Vegas, as-tu besoin de jouer au repêchage quand tu peux signer des Mark Stone, des Mitch Marner, des Jack Eichel? Tu n'as pas vraiment besoin de jouer au repêchage. Anyway. Exact. Fait que je pense que c'est un win-win. C'est rare que c'est un échange, tu sais, à la limite des transactions qui est un gagnant-gagnant. On sait que Anderson, tu sais, sa ville première à laquelle il voulait être échangé au courant de l'été dernier, c'était Vegas. Fait que C'est vrai. il n'y a pas de contrat en poche actuellement, mais tu sais, les chances sont bonnes que Anderson signe à long terme avec Vegas. Ce qui est un peu spécial là, parce que dans les rumeurs de transactions, Boston avait le droit de parler Ouais, avec Anderson pour négocier un nouveau contrat, mais c'est pas vrai. Vegas. Et il s'est quand même ramassé à Vegas. Fait que ça donne une idée peut-être ça des demandes d'Henderson pour jouer à Boston ou tout simplement le fait qu'il voulait jouer à Vegas. Les impôts, ça fait mal. Fait que les impôts de Boston versus ceux de Vegas, c'est différent, mais ça me D'ailleurs, fait inquiéter. on a retenu 50 du salaire de Rasmus Anderson avec Calgary. Je comprends que c'est sa dernière année. C'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'on a Ben oui. convaincu Vegas et que c'était peut-être juste un rental, tu sais, vraiment un bon joueur de location cette saison. Pour toi, tu me disais, bon, c'est un win-win. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont bénéficier ou plutôt ne pas bénéficier? Je pense beaucoup du côté de Vegas. On amène un défenseur qui, tu l'as dit, arrive avec une de ses meilleures saisons en carrière en ce moment en Rasmus Anderson. Est-ce qu'un Shea Theodore ou Noah Hanifin vont bénéficier de l'arrivée de Rasmus Anderson ou au contraire, ils vont pas en bénéficier parce que je pense surtout peut-être à Noah Hanifin ici qui, lui, tu sais, il va perdre un peu cette espèce de prestance et d'opportunité d'être le deuxième défenseur puis de récolter des points. Comment tu aperçois ça du côté de Vegas avec les deux défenseurs? Tu l'as très bien dit, c'est exactement comme ça que je lis la situation. Theodore est un défenseur qui est offensif. Tu ne peux pas lui demander de faire que de la défense. Et je pense pas que Rasmus Anderson non plus est un défenseur tu sais, offensif numéro un dans la Ligue nationale. Il a quand même perdu ce poste-là chez les Flames bon, il y a 3 ans, il y a 2 ans, ou il y a 2 ans et l'année dernière, il y a 2 ans, aux dépens de Mackenzie Weegar. Donc, pour Theodore, je pense pas qu'il y a une pire à dire. Pour ce qui est de Theodore, il risque de continuer à jouer avec bon là, il joue avec Jérémy Lauzon, qui est d'ailleurs un duo, vraiment très, très, très dominant là, dans la Ligue nationale. Ils ont 2 fois plus de buts marqués que de buts accordés, là, c'est rare pour 2 défenseurs, alors que quand Theodore jouait avec McNabb, on est plus au niveau de la parité. Fait que je pense pas que du côté de Vegas, à part Hanifin, ça va peut-être lui nuire un petit peu. Pour le reste, ça devrait être assez, en fait, c'est Anderson qui risque d'être le plus affecté C'est ce que parce que j'allais dire. quand il Ben, n'est pas défenseur numéro un, c'est plus un défenseur d'une 35-40 de points qu'un défenseur de 50 comme il est en ce moment. Et là, il ne sera plus le défenseur numéro un à Vegas. En tout cas, on peut supposer qu'il n'aura pas cette opportunité-là si derrière chez Theodore. Je pense que c'est un peu. Ça Honnêtement, serait. pour moi, Rasmus Anderson et Noah Hanifin deviennent de facto sur notre marché des vendeurs des poules parce que justement, on dirait que j'ai l'impression que leur valeur va baisser. Peut-être Noah Hanifin à voir, mais j'aurais de la misère à voir vraiment une énorme augmentation. Petit mot sur Jérémy Lauzon. Quel stud dans des poules de catégorie, les Cats League, comme on dit. Et un gars qui frappe, qui bloque, qui est capable d'avoir un tir comme ça de temps à autre et qui joue avec Shea Theodore. Wow! Une de mes surprises au niveau, jusqu'au retour de Braden McNabb, évidemment. Mais autrement, l'autre joueur, et c'est pour ça, je pense qu'on voulait commencer avec le marché des acheteurs et des vendeurs, parce que surtout en fait avec le trade de Rasmus Anderson, le joueur à aller acheter, notre première vraie recommandation du podcast, ben c'est Mackenzie Weegar avec les Flames, et c'est pour ça qu'on en parlait pas depuis. Parce que c'est lui, qui, je pense, qui est le grand bénéficiaire de ce trade-là de Rasmus Anderson, parce qu'il va retrouver toutes les minutes qu'il avait lors de la dernière saison où il avait excellé. Absolument, c'est Uyghur qui va reprendre l'avantage numérique, c'est Uyghur qui va reprendre toutes les minutes en zone offensive. Déjà qu'il en avait quand même beaucoup, il va en avoir encore plus. Il va profiter de cette opportunité-là, le fait qu'Anderson ne soit plus là, ne soit plus mis en vitrine. Je ne sais pas à quel point c'est intentionnel là, de le faire jouer autant Anderson cette année. C'est pas faux. Clairement, il y avait un objectif peut-être derrière parce que, il y a de cela 2 ans, on avait essayé, il y avait Oliver Killington à l'époque, voir lequel des trois allait avoir l'avantage numérique. On l'a donné à Uyghur. Il a fait une saison de 52 points. L'année dernière, même stratagème, on a remis les deux défenseurs un contre l'autre.
c'est encore une fois Uyghur qui est allé chercher l'avantage et qui est allé chercher l'avantage numérique. Et là, on arrive à cette année, on refait pas le manège, on a juste donné l'avantage numérique à Henderson. Uyghur a pas eu d'avantage numérique ou peu, Ouais. là. Il a joué, c'était 50-50 quasiment dans les premières semaines. Tu vas me dire qu'il a été catastrophique, Uyghur, dans le premier quart de la saison avec Hey! 4 points en 22 matchs. Ça l'allait pas bien. Ça s'est replacé depuis en jouant moins en avantage numérique. Fait que tu te dis, est-ce qu'il pourrait aller chercher un petit peu plus de points à partir de là? Oui. Puis quand tu regardes Uyghur en carrière, dans les années où est-ce qu'il y avait l'avantage numérique, c'était plus un défenseur qui tournait aux alentours de la cinquantaine de points. On dirait 45-50, là, parce que l'année qu'il a fait 52, il y avait un Ouais. pourcentage de tir très, très, très élevé. Fait que, mettons qu'il avait fait compter 20 buts. Là. Des défenseurs qui marquent 20 buts, ça n'arrive pas si souvent que ça. Remarque qu'il t'a toute une bine, Mackenzie Ouais. Weegar. Ladies and gentlemen, it's knuckle time! Ben, c'est vraiment un très, très bon tir, mais il risque de lancer un peu plus, il risque d'avoir un peu plus d'occasions offensives. Donc, on espère que de son côté, il va aller chercher peut-être plus de points et c'est un joueur que j'irai acheter. C'est comme un genre de joueur à coup nul. Là. Il n'y a pas une valeur en ce moment qui est exceptionnelle. En même temps, c'est dur à croire qu'il va continuer un rythme de 27 points. Fait que, tu sais, si tu vas chercher un défenseur si tu payes pour un défenseur d'un rythme de 35-40 puis qu'il t'en fait 45, tu es heureux. Exact. Puis sinon, il peut pas vraiment faire 27. Tu sais, en tout cas, ça serait surprenant qu'il continue à ce rythme-là, à moins que les Flames réussissent à faire une vente de feu et qu'ils échangent tout ce qu'ils ont, là, les Kadri, Coleman, etc. Mais c'est pas fait, là, c'est des gros contrats, c'est beaucoup d'années. Tu sais, ça serait surprenant qu'ils réussissent à tous les échanger. Des fois, c'était peut-être mieux de les garder. Puis un gars comme Blake Coleman, va-t-il avoir vraiment moins de valeur l'année prochaine? Je pense pas. Là. Fait que Ouais, vraiment. ce genre de joueur-là, en tout cas. Fait que, on verra. Mais oui, pour moi, j'irais acheter Mackenzie Weegar, puis je prendrais ce risque-là. Il n'y a plus rien, il n'y a absolument plus rien avec les Flames. C'est pas Kevin Ball qui va rouler un avantage numérique, on s'entend. Là. Ah, puis honnêtement, il faudrait pas qu'il y ait trop d'attaquants non plus qui partent. Là. Tu sais, on parlait de Kadri, mais by the way, je parlais de Jérémy Lauzon en pool de catégorie Mackenzie Weegar, le category god, le dieu Ouais, des catégories. extraordinaire. 2 blocs par match cette année, 2,42 mises en échec avec 2,25 tirs. S'il peut commencer à faire des points, c'était en général un des meilleurs défenseurs en termes de catégorie avec les points en plus dans les dernières années. Je ne pourrais malheureusement pas. C'était un joueur que je targetais depuis au moins 2 semaines, mais la personne qui est derrière moi, je suis le numéro 1 en ce moment dans le pool des catégories, et celui qui est derrière moi a Mackenzie Weegar, donc il ne voudra Oublie ça. jamais me le vendre. Mais sinon, il y a d'autres joueurs à aller acheter. Puis un joueur qu'il faut aller acheter en ce moment, qu'on va vous conseiller, du côté des Kings de Los Angeles, Hello, Los Angeles Kings! Adrian Kempe. On vous en avait parlé au début de l'année en disant waouh, il connaît tout un début de saison. Il connaissait peut-être dans ses très, très bons débuts de saison, il était enligné vers un pace de 82 matchs quand même impressionnant. Et depuis, écoute, je comprends que les Kings sont sortis du portrait des séries éliminatoires, sûrement dû au fait qu'ils ont tradé Phil Dano. Non, évidemment, je rigole, mais quand même, les Kings sont vraiment sortis du portrait. Non, mais ils ont L'équipe échangé là-bas va d'anneau. moins bien. Kopitar s'est blessé, ça devient. Ta Exact. ligne de centre est rapidement affaiblie, soyons honnêtes. Quentin Byfield, on va en parler d'ailleurs plus tard dans l'épisode, Mhm. il joue vraiment pas à la hauteur des attentes non plus. Mais je vais te parler de Kempe parce que c'est un joueur qui, du moins que moi, j'adore dans un pool parce que normalement, il est assez constant et cette année, ça fait mal. Pour moi, un Kempe et un Sébastien Aho, c'est tellement des bons joueurs de pool parce que tu sais exactement ce qu'ils vont te donner Ouais. saison après saison. En ce moment, Kempe est en train de connaître la pire saison des 4 dernières années avec un rythme, bon, tu vas me dire, de seulement 63 points. C'est quand même pas catastrophique, mais 63 points pour Kempe, il devrait plutôt en faire aux alentours d'un 70, 75, même 80. On compare les deux saisons. Là. Si je compare les deux saisons, donc cette saison et la saison dernière, Ouais. il a une production qui est très semblable. Donc, dans le premier quart de la saison, on roule à 1 point par match. Là, dans le deuxième quart de saison, il y a un ralentissement. Cette année, on est à 13 en 19 dans le deuxième quart de la saison, ce qui est pas très, très bon. Tu sais, dans un joueur, s'il avait fait un 16 ou un 17, tu comprends, mais là, 13 en 19, c'est plus un rythme de 55-60 points. Et l'année dernière, il avait fait 16 en 18. Fait que, tu sais, il y avait encore le point par match. Et dans le troisième quart de la saison, l'année dernière, il avait fait 11 points en 19 matchs. Fait que, tu sais, il y avait vraiment eu une baisse de régime dans ce quart de saison-là. Et actuellement, il est 4 en 8. Il y a encore cette baisse de régime-là dans le même
au même moment de l'année. Mais dans le dernier quart de la saison, dans les 20 derniers matchs, l'année passée, il avait fait plus d'1 point par match. Donc 23 en 21. L'année, elle nous dira si c'est la même chose cette année, mais je trouve qu'il y a des comparatifs entre les 2 saisons qui se ressemblent beaucoup. Il joue encore, il joue encore du 19 minutes par match, il joue encore du 2 minutes, 3 minutes d'avantage numérique par rencontre. Il est de toutes les instances offensives des Kings. Difficile à croire qu'il va continuer à ce rythme aussi bas. Son pourcentage de tir est à 12. C'est pas bas, mais c'est pas élevé. Euh, les trios ils jouent avec mon bon chum Andrei Kuzmenko Ah, assez souvent, ce qui ne doit pas aider non plus à la mettre dedans. Son pourcentage de passes secondaires il est à 28. Il pourrait aller chercher quelques passes supplémentaires-là. ouais. Fait que, tu sais, c'est comme s'il manque un. Je ne sais pas s'il ne joue pas la saison d'un gars d'un point par match, puis les Kings n'ont pas une très bonne saison. Mais j'ai Ouais. l'impression qu'il pourrait aller chercher 3-4 points de plus. Plus tu fais, ah, c'est juste pas une bonne saison. Mais pas catastrophique. Non, mais comme tu as dit, Kopitar est blessé. On fait jouer Fiala sur une troisième ligne. Ça va être mon daily reminder de Daily Face-Off. En ce moment, il joue avec Alex Laferrière et Taylor Ward. So who are you? Pardon? Quoi? OK, d'accord. Dans le dernier match, d'ailleurs, ils se sont fait dominer 5-2 au chapitre des lancers. Tu sais, Tu sais, pourquoi? Pourquoi? Joël Armia joue avec Byfield puis Warren Fogle. Fogle. Fogo, Fogle. je Fogle! sais, honnêtement, j'ai tellement souvent scrappé son nom que je sais plus comment le dire adéquatement. Mais Warren Fogle comme dans Superman. Fogle. Mais non, mais franchement, bref, je comprends. Allez l'acheter parce qu'effectivement, si c'est un bon keeper, tu sais, l'année prochaine, va rebondir sûrement. Il va être mis dans les meilleures dispositions dans les prochaines années. Difficile à croire qu'un gars de 29 ans qui vient de signer son gros contrat maintenant, t'es crash à ce point-là. C'est juste ça. Fait, est-ce qu'il va faire 63 points cette année? C'est pas impossible. Mais peux-tu vraiment faire moins que ça? Je pense pas. Fait que tu vas. C'est un candidat pour un achat à rabais, une aubaine, c'est Adrian Campé. Je suis assez. Moi, je le viserais assurément. Si j'avais une chance de gagner, je le ferais. Ding, 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 ding. Alerte de l'achat à rabais. On va commencer à créer cette espèce Yeah, c'est de bon, séquence c'est quand même bon. une bonne idée, ça. Prochain joueur maintenant à aller acheter du côté du marché des acheteurs. Un autre défenseur. Un défenseur de 38 ans. Oui, oui, presque 39 vers la fin de la saison. Christopher Le Temps, 3 points à ses 3 derniers matchs. Il vient de recommencer vraiment à performer, mais surtout parce qu'il est redevenu le défenseur numéro 1 sur le power play numéro 1 des Penguins de Pittsburgh. Et on sait que le power play de Pittsburgh, c'est ce genre de power play-là qui va toujours ou presque être bon, même s'ils vont être un peu moins bons de temps à autre. Ils ont trop une grosse force de frappe avec tous les joueurs qui sont là. Et c'est lui qui va en profiter. Et il a commencé. Donc, franchement, Chris Letta, cette année, il m'a apporté sur toutes sortes de montagnes russes. Il y a un moment, j'étais allé le chercher parce qu'il jouait bien. Je l'ai dumpé. Finalement, il a recommencé à bien jouer. Puis il y a quelqu'un qui l'avait pris. Puis j'étais vraiment en maudit. Si vous avez la chance, pour vrai, d'ici la fin de la saison, pour aller le chercher, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Oui, Eric Carlson est blessé. Fait qu'il joue non seulement plus en avantage numérique, il joue plus points. Il va jouer du 24 minutes par match. Pour un gars qui est plus près de la quarantaine que du 30, là, c'est quand même exceptionnel. Nonobstant la blessure à Carlson, il avait commencé à bien produire dans le deuxième quart de la saison. Il a affiché une treizaine de points environ dans le deuxième quart, là, ce qui est pas rien. C'est pas les grandes saisons de Chris Letang, mais c'est très potable pour un défenseur numéro 1, numéro 2 dans une équipe qui surprend vraiment beaucoup. Donc, moi, Chris Letang, c'est comme un bon petit joueur. Tu sais, je sais pas comment l'entrevoir. On parlait de Sean Durzi lors du dernier épisode. Pour moi, le temps, c'est un peu le même principe. Il y a comme un bare minimum qu'il va t'apporter. Et Chris Letang ne fera pas 23 points, là. Tu sais, c'est impossible. L'année passée, il a connu sa pire saison en carrière avec un pace de 33 points. Les Pingouins ont une saison très, très difficile. Là, il va bien. Un point aux 2 matchs. Je pense que c'est à ça qu'on peut s'attendre. Peut-être un petit boost actuellement parce que Carson est blessé. Allez le chercher en attendant que Carson revienne. Les Olympiques vont faire mal aussi, probablement, un gars comme Carson qui est vieillissant. C'est vrai? C'est outre-mer, c'est beaucoup de matchs.
très intense. La Suède veut surprendre. Le temps, lui, va être les 2 pieds sur le pouf à regarder ça à la télé. C'est quand même ça peut être très positif pour ce genre de joueur-là. Est-ce que Eric Carlson peut vraiment jouer 90-95 matchs dans une saison? C'est ça. Point d'interrogation, effectivement. On va en reparler d'ailleurs des Olympiques plus ça va approcher d'ici le mois de février parce que ça peut être intéressant de trouver des perles pour le marché des acheteurs et des vendeurs ou des chases parce que on l'a vu l'année dernière à Montréal, tu sais, first hand de un Cole Caulfield, un Nick Suzuki I see that you're a Montreal Canadiens fan. qui ont très, très bien joué en ne jouant pas avec, pendant le tournoi de Four Nations. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça qui ont été snobés par leur pays qui vont peut-être justement profiter du repos? Donc, on va Ben, sûrement faire un les épisode là-dessus. camarades, Les ça serait une bonne camarades idée. vont en profiter, Tous les effectivement. camarades. Ah là 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 là, on en reparlera effectivement. Parlant de camarades, on va du côté de l'équipe du camarade suprême Alex Ovechkin pour vous conseiller notre dernier joueur à aller acheter du côté des marchés des acheteurs. Et c'est Ethan Frank. Non, mais non, je rigole. Ryan Leonard. Non, mais Ryan Leonard. Si les Canadiens jouent contre les Caps durant, je ne sais pas s'ils jouent encore une fois un contre l'autre, mais ce serait une bonne idée d'aller chercher Ethan Frank juste pour le head-to-head de ce match-là. Maudit Ethan Frank. Non, évidemment, je parlais de la jeune recrue, le numéro 9, Ryan Leonard, qui est à 29 points en 42 matchs en ce moment, sur un pace de 57 points pour une année, tu sais, recrue encore. Il en avait fait un, un en 9 matchs l'année dernière. Maintenant, quand même, sur un bon pace. Et il avait connu toute une séquence dans les derniers 10, 12, 15 matchs, là, même, là, pour vrai. Il 21 jouait matchs, en fait. excessivement. Puis 21 matchs, même. OK. Ben, En fait, il a avancé. C'est ce qui est extraordinaire avec Ryan Leonard, de commencer la saison sur un troisième trio. On le faisait jouer même pas 13 minutes par match. Et là, dans les 21 derniers matchs, il a avancé 19 points, dont 6 en avantage numérique. Il joue 2 minutes 30 en avantage numérique. On lui a donné quasiment un peu plus de 17 minutes de temps de jeu par match. On lui donne le temps et l'espace pour produire. Il passe sous le radar parce qu'il y a tellement de recrues cette année qui ont des bonnes saisons. On parle de Demidov, on parle de Seneki, on parle de Matthew Schaefer, obviously. Jesper Oliver Wastel qui a Kapanen. une bonne saison. Oliver Kapanen est le meilleur marqueur. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai, Je c'est veux vrai. dire, on peut pas l'ignorer. On a parlé d'Yves Bouillum en début de saison. Il y en a vraiment beaucoup cette année, ou des jeunes joueurs là, qui ont des bonnes saisons. Ryan Leonard a commencé à un rythme assez lent. Et là, il a vraiment pris son art d'aller. Et c'est ultra efficace. Puis la raison, je comprends que d'acheter un jeune joueur, c'est toujours difficile dans un keeper. Mais il roule un point Oui. par match en ce moment. Ça fait 20 matchs. C'est un gars qui va avoir 21 ans même pas dans 2-3 jours, le 21 janvier. C'est vraiment, vraiment intéressant d'aller Mais chercher ce joueur-là qui est, il est destiné à être sur la première unité des Caps, à prendre la place d'un gars comme Wilson, comme Ovechkin. Ouais. Il va être là. Il va être de toutes les instances des Caps. Fait que si vous l'avez aujourd'hui, vous l'avez pour longtemps. Puis dans un keeper, peut-être qu'il ne fera pas 100 points, mais il va difficilement faire 47. Mais Fait que mais qu'est-ce que tu dois donner? Parce que souvent, tu nous demandes, puis on vous conseille d'aller acheter des joueurs quand leur stock est un petit peu moins haut. Tandis que lui, Leonard, en ce moment, sa valeur est au beau fixe. Elle est au plus haut presque qu'elle le peut, ou presque. Mais qu'est-ce qu'il faut donner dans ce cas-là? Parce que, évidemment, ça c'est dépend dans des une optique de poules. keeper, là, évidemment, mais Ça dépend des types de poules que vous avez, mais moi, j'ai pas mon dire qu'on tombe en amour avec des jeunes joueurs ou on tombe en amour avec des choix au repêchage. Les gars utilisent très souvent je sais pas, là, dans un pool d'une dizaine de personnes, une douzaine de poolers. Le choix de première ronde, le 11e au total, là, les chances que ça donne un joueur étoile dans les 3 prochaines années, là, il est vraiment mince. On tombe en amour avec des choix au repêchage alors que ça n'a pas, ça a pas une si grande valeur que ça. Allez voir, on a fait l'exercice l'année dernière pour le plaisir. Je pense que c'est le 7e show au total qu'on parlait des 10 dernières années. Et dans les 10 dernières années, il y a seulement 2 choix du 7e au total qui a donné des joueurs étoiles. Là-dedans, tu as Quinn Hughes, obviously. Et je me rappelle plus c'est qui le deuxième, mais qui est je pense que c'était Clayton Keller. ouais. C'est les 2 meilleurs joueurs des 10 dernières années qui ont été repêchés au 7e rang au total. Bon, il y a Mishkov, mais tu sais, Mishkov, c'est un bon exemple.
On capote sur Michkov, mais Michkov il est rendu à sa 2e saison professionnelle. Puis tu sais, le pudding ne lève pas. C'est ça des 7e choix au total. Tu sais. Fait que je pense que de faire miroiter ce genre d'idée-là d'un hey, c'est le 7e meilleur joueur de sa QV, tu as plus de chances d'aller le chercher. On tombe en amour avec des jeunes joueurs. Ouais. Puis tu sais, on dit Leonard était repêché 8e. Là. Oui, c'est vrai, mais C'est pas faux. il commence à produire il y a 21 ans. Tu sais, tu l'as repêché, il en avait 18. Ça, il a pris 3 ans avant de Exact. devenir relevant, d'avoir une pleine valeur. Tandis que ton 7e choix aujourd'hui, il vaut ça. Tu sais, il va valoir Un plus cher. Ryan Il peut Leonard pas. pas à son plein potentiel d'ici 3 ans. Tu sais, non, je suis d'accord C'est ça. avec toi. On parlait on fait référence ici à un trade, un échange, une proposition d'échange qu'un de nos un des poolers qui nous a écrit, Corey Biondi, pour avoir notre opinion. Puis Guillaume puis moi, on s'est obstiné par texto pendant 20 minutes en pleine journée pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais ça nous fait plaisir, évidemment. Écrivez-nous, commentaires, DM, et ça va nous faire Mais plaisir c'est de juste, moi, s'obstiner pour vous aider. mon point par rapport aux choix repêchage, c'est que si vous avez dépendamment des farming et autres, mais des jeunes joueurs, puis tu sais, dans peu importe le format de pool, qu'il soit complexe, multicast ou très court, Ah, regarde. on tombe en amour avec des reconstructions. Puis c'est rare que ça fonctionne parce que on va repêcher des joueurs qu'on aime à 18 ans, puis là, ça va prendre. Tu sais, Ryan Leonard, c'est un exemple. Je pense à Lafrenière, c'est un autre exemple. Tu sais, on tombe en amour avec Lafrenière, on va être patient, on va être patient. Capo Caco, c'est des choix qui sont très, très hauts, mais jusqu'à quand, tu sais, combien de temps tu les gardes? Puis tu veux pas être la personne, tu sais, tu l'as gardé pendant 3 ans ou 4 ans dans ton keeper, la minute, tu le laisses aller puis il explose ailleurs. Tu sais, c'est combien de temps tu gardes ce type de joueur-là? Tu te ramènes dans une position impossible où est-ce que. Fait que, tout ça pour dire que des jeunes joueurs, ça vaut pas la peine tant et si longtemps qu'ils deviennent pas, tu sais, qu'ils sont pas un peu performants. Puis à partir de ce moment-là, c'est pas que c'est impossible, tu sais, c'est facile de les acheter. Tu peux donner un vétéran qui fonctionne, un gars de 30 ans si tu l'aimes, puis ça va marcher. Tu sais. Fait que, Je regrette encore c'est ça. mon Yves Bouilloum de début d'année. Maudite marde, maudit choix. Mais Bref, c'est un exemple. Tu tombes en amour avec Bouillon, ouais, puis tu dis, il y en a combien de défenseurs qui ont fait 60 points dans leur année recrue? Tu sais, des Dwayne Hudson, ça court pas j'aurais les pu rues. Non, mais prendre c'est ça Schaefer. pareil. J'aurais pu prendre Schaefer. Ça fait mal encore. Non, mais effectivement, tu as tout à fait raison et il faut faire attention. Mais Schaefer Mais aussi Ryan a Leonard, ralenti, hein, by the way. oui, effectivement. Matthew Schaefer est vraiment ralenti, là, énormément ralenti. Fait que, On pourra en reparler peut-être dans un autre épisode. Mais pour l'instant, passons au marché des vendeurs. Premier joueur à aller vendre. Et ça me fait de la peine que tu l'aies inclus dans le marché des vendeurs. D'habitude, c'est parce qu'un joueur fonctionne très bien qu'on vous dit d'aller vendre. Cette fois-ci, c'est un joueur, un défenseur du côté des Stars de Dallas. This guy he knows what he's talking about. 0 points à ses 5 derniers matchs. Sa saison sur un pace de 35 points. Je parle ici de Thomas Harley, qui vraiment là est tombé de haut après ces 2 saisons de un pace de 49 et un pace de 53, donc de 47 et de 50 points dans les 2 dernières saisons, et maintenant sur un pace de 35 points. Vraiment, là, il est passé de 1,8 tirs ou 2,2 tirs par match à 1,5. Il n'est pas chanceux au niveau de son pourcentage de tirs qui était beaucoup plus près du 9 et du 10 ce qui est quand même très élevé pour un défenseur. Donc, est-ce qu'il n'est pas revenu un peu sur terre? Il y a beaucoup moins de power play cette année. C'est Miro Heiskanen qui est revenu et qui a beaucoup de minutes sur le power play. J'imagine que je te vois hacher de la tête. J'imagine que c'est un peu la bonne analyse que tu en as faite aussi pour dire que c'est un joueur à vendre. J'adore Thomas Harley. Ben oui. Tu sais, je ne m'en suis jamais caché. Ceux qui ont écouté les épisodes en début d'année, je lui donnais l'avantage numérique. Je pensais que c'est lui qui l'avait. C'est lui qui l'avait eu en série. J'étais convaincu qu'on allait remettre Harley un avantage numérique. Il avait été exceptionnel au tournoi des 4 nations. Tu sais, je crois qu'il est encore un défenseur ultra élite. Ouais. C'est juste là que Miro Heiskanen joue dans la même équipe que lui. Tu sais, Miro Heiskanen, cette année, il joue comme un défenseur Norris. Il est dans les mêmes discussions que les Kyle McCarr, que les Werenski, que les Quinn Hughes. Selon moi, c'est vraiment un défenseur qui Les est Lane Hutton? les Lane Hudson. Mais c'est pas le même type de joueur, mais oui, les Lane Hudson, Hudson a un point par match, ça n'a aucun sens. Donc, Harley, par définition, je veux dire, il n'a pas le choix de revenir sur une deuxième paire. On lui a coupé beaucoup d'attaques. Il joue juste sur 30% d'avantage numérique. C'est-à-dire que c'est Scannen qui a le 70% à côté. La raison pourquoi je dis de le vendre, parce que vous allez me dire, ah, mais là, sa valeur est au plus bas, c'est qu'il a 24 ans. Puis, je sais pas, c'est peut-être moi qui est biaisé, mais
j'ai dans mon œil le fait qu'il y a quelqu'un quelque part qui va se dire « Ah non, c'est juste une mauvaise saison », puis il va revenir à son rythme de 55, tu sais, quasiment 55 points. C'est pas impossible, puis tu peux vendre le gros prix pour un joueur qui a un très haut niveau de risque. Pas parce qu'il est pas bon, parce qu'il y a un joueur devant lui qui est là pour toujours, puis que Harley aussi est là pour toujours. C'est fait que ce n'est que simplement un argument logique de dire, ben, tu prends Thomas Harley puis tu viens le packager. Tu sais, si je te dis Thomas Harley contre Ryan Leonard, qui a la plus grosse valeur dans la perception, je pense encore qu'actuellement, c'est Harley. C'est pas fou de faire ce genre de mouvement-là pour aller chercher peut-être un jeune joueur ou un vétéran qui fonctionne puis qui est plus safe. Je vois juste pas comment Thomas Harley peut faire plus de points qu'Ice Cannon. Comment on peut tasser Ice Cannon Exact. pendant 5 ans dans le power play. Au mieux, ils vont se le séparer 50-50, tu sais, dans le meilleur des mondes. Mais en même temps, les Stars ont tellement d'attaques, tu peux pas faire jouer 2 défenseurs en power play. Fait que je vois pas comment Harley peut se créer une place pour faire des points. Je compare un peu à la situation de Noah Dobson à Montréal. Tu sais, Dobson fait des points, mais son rythme est insoutenable depuis vraiment longtemps. Il y a une grosse période à vide. Mike Madison a un peu le même principe. Tu sais, il a fait Ouais. beaucoup de points en début de saison, puis il a vraiment ralenti. Excusez l'expression anglo, mais there's so much you can do en jouant pas en avantage numérique, puis en jouant avec le 2e ou le 3e trio offensif. Là, tu sais, fait que c'est plate, mais je pense que Harley a encore une très grosse valeur en ce moment dans la perception des gens. Puis c'est peut-être le moment de l'échanger. Parce que l'année prochaine, quand on va regarder ses saisons, puis tu vas voir, ah, 36, OK, ouais, puis là, cette année, il roule un rythme de 36. C'est Ça peut-être va ça, faire. Thomas Ça Harley. va faire mal. Ça va faire mal. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais avec mon œil de Guillaume, je vous dis d'aller le vendre, Thomas Harley. Non, Mais je l'adore. Tu sais, ça me fait vraiment de la peine. C'est un joueur que je le vois dans ma soupe. Tu sais, quand je joue à NHL, je le prends. Tu sais, je le veux dans mon équipe. J'adore ce joueur-là. Mais à un moment donné, la raison a raison de mon émotion. j'espère J'ai un que... cœur de pierre. J'espère que les gars de mon pool salarial vont pas entendre ce pool-là, ce podcast-là, parce que je vais définitivement décrocher le téléphone pour aller leur proposer de acheter Thomas Harley, ou plutôt moi de le vendre. Deuxième joueur à aller vendre sur le marché des vendeurs. On a parlé des Kings de Los Angeles un peu plus tôt. T'as dit qu'on allait reparler de Quinton Byfield, donc c'est sans surprise qu'on parle de Quinton Byfield. Est-ce que c'est un peu la même analyse pour toi, Quinton Byfield versus Thomas Harley? Byfield qui n'est pas dans une très bonne équipe. Les Kings, en ce moment, sur un pace de 49 points cette saison. Il était sur des paces de 55 et 56 dans les 2 dernières. Et on disait peut-être cette année, c'est sa saison. Hugues de LNH.com, qui est notre bon ami, qui était venu sur le podcast pour dire c'était un de ses plus gros regrets de ne pas avoir repêché Quinton Byfield. Je pense qu'il est quand même heureux en ce moment de ne pas l'avoir fait. Quand même, peut-être à noter que Quinton Byfield a joué 307 matchs à partir d'aujourd'hui pour les Kings de Los Angeles dans la Ligue nationale de hockey à 6 pieds 5. Il n'a pas passé le niveau du 400 matchs qui, pour toi et moi, est quand même un bon barème pour un joueur de sa stature pour dire il est rendu à ce niveau-là. Donc, il y a encore de la place pour lui, peut-être même l'année prochaine, l'autre année d'après, quand Kopitar va partir pour vrai et que c'est lui qui va avoir toutes les minutes. Est-ce que ce serait une bonne raison dans ce cas-là d'aller l'acheter dans cette optique-là, peut-être dans un pool keeper? À un moment donné, Kopitar, il est pas là en ce moment. Là. Tu sais, ça fait longtemps que Kopitar Ouais, n'est pas là c'est vrai, et c'est vrai. Byfield ne va pas bien. Byfield a toutes les occasions. Mais Tu sais, il joue avec Yoel Armia, là, 5 non, ans. mais Yoel Armia va être encore là l'année prochaine. Non, mais c'est ça pareil. Les Laferrière vont être encore là l'année prochaine. Le manque d'attaque des Kings va être encore là l'année prochaine. Ouais. Ça ne sera pas une nouveauté. Il a commencé l'année en fou. Byfield avait 17 points en 21 matchs et depuis, il y en a 11 en 26. Il joue encore 20 minutes par match. Kopitar est blessé. Il y a toutes les occasions du monde, pas Kopitar, pardon, Byfield, pour performer. Puis ça marche pas. Le pudding ne lève pas. Puis oui, tu as parlé du threshold du 400 matchs qui, assurément, là, mais c'est pas l'année prochaine. Ça, c'est l'autre année suivante. Il va avoir Exact. 25 ans. Est-ce que, tu sais, c'est quoi le leap of faith à quel point tu crois en Quinton Byfield pour qu'il devienne un joueur de 70 points peut-être? Tu sais, y a-tu vraiment le potentiel d'être plus que ça? Les 2 dernières saisons, il a roulé à des rythmes de 55 points environ. Cette année, il est en 49. Mettons qu'on dit qu'il fait encore 55. Là, tu sais, c'est grosso modo, son rythme, c'est Correct, mais 50-55.
Mais est-ce qu'il y a encore une énorme valeur à 23 ans à Byfield? Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un dans un pool, du moment que vous êtes je sais pas, 8, 10, 12, qui est prêt à prendre le risque avec un gars comme Byfield, puis qui est prêt de vous payer un prix intéressant pour un gars comme Byfield, que ce soit je parlais des choix repêchage tantôt, là, je ne suis pas le plus grand fan, mais que ce soit un gardien, un vétéran, un gars qui a 32, 33 ans puis qui fait encore des points. On parle de, je veux dire, mettons, Mark Stone comme exemple, qui est vieillissant ou un joueur qui est un DG qui est peut-être plus bas dans les classements puis qui veut se rajeunir. Je trouve que Byfield, en tout cas, moi, j'y crois plus. C'est pas un dump, on s'entend, il va toujours être repêché quelque part, mais j'ai un peu perdu espoir qu'il devienne. J'aurais aimé cette année qu'il fasse un 60 points puis que je fasse OK, il y a une progression. On le voit, on s'en vient. Puis quand il va avoir le 400e match, il va tomber à 75 points, puis on va l'avoir, ce premier centre-là. Je pense pas qu'il va se rendre à ce niveau-là. Puis ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Si je suis impatient avec Lafrenière, il y a 2 ans, puis que je trouve qu'il était dû pour le laisser aller, Byfield est rendu à 23 ans, presque et demi. Là, sa fête est au mois d'août. Donc, cette affaire, il va falloir qu'il en fasse des points et qu'il devienne un premier centre. Puis c'est pas le cas. Puis tu sais, tu parlais 6 pieds 5, mais Slavkovski, il est 6 pieds 3. Là, puis à ce que je cherche, c'est comme, c'est lui aussi, c'est un premier show total. Byfield, c'est un deuxième. Tu sais, comme. Pas loin, non, c'est très similaire. Là. Un mané, il faut qu'il explose un peu. Il faut qu'il devienne performant. Puis là, il l'est pas. 300 matchs, ça commence à donner un échantillon intéressant. Là. Ouais, mais j'aimerais ça qu'on y donne. Tu sais, on a fait notre épisode du spécial Noël, de la liste du petit Papa Noël des poules. Là. Donnez-y un trio qui a de l'allure. Donnez-y un Fiala. Donnez-y un Adrian Campé. Faites une vraie première Ils l'ont ligne fait, au là, Kings. ils l'ont fait, ils l'ont joué. Ils l'ont fait en début d'année, puis Hugues est venu sur le podcast pour dire qu'il le prêtait. On l'a mais pas fait le trio était. Le trio n'était pas performant. Ouais. Ils ont joué 85 minutes, les 3 joueurs ensemble, donc Fiala, Kempe et Byfield. Ils ont marqué 3 buts. Ils s'en ont fait compter 4. Ils ont eu 34 tirs pour, 37 tirs contre. Mais c'est pas nécessairement avec 85 minutes, un moment donné, que tu crées une vraie chimie. Je comprends, là, mais... Oui, je suis d'accord que c'est pas avec ça que tu détermines si ton trio est performant ou non. Mais là, tu mets tes 3 meilleurs joueurs sur la même ligne, puis tu ne domines pas l'adversaire. Tu peux pas attendre. Tu sais, 85 minutes, c'est à peu près un échantillon de 7 matchs, peut-être environ, là, entre 6 et 7 matchs. Si au bout de 6-7 matchs, tu as mis tes 3 meilleurs joueurs ensemble et ça ne fonctionne pas, c'est sûr que tu ramènes tes trios. Fait que je ne pense pas que ce n'est qu'une question d'alliés. Oui, d'une certaine façon, il y a un manque de talent avec les Kings, mais je pense que Byfield n'est peut-être juste pas aussi assez talentueux. Voilà. Et maintenant, passons au 3e joueur à aller vendre. Un joueur qui, on vous l'avait dit. Ah ouais. Un vrai, on vous l'avait dit cette fois-là. Le maudit joueur de Corbeau. Tous les gars de son pool vont faire encore parler de Mika Zibanejad. Maudit merde. Mika Zibanejad. The New York Rangers? Je n'étais pas allé voir les stats avant d'enregistrer l'épisode. Des fois, je vais voir leurs stats, dépendamment desquels. Là, il y en a quelques-uns que c'est moi qui va conseiller ou pas, ou peu importe. 17 points à ses 8 derniers matchs. Pardon? On parle pas de Nathan McKinnon ici. On parle pas d'un Connor McDavid. Mika Zibanejad, 17 points en 8 matchs. Il est presque point par match en ce moment. Wow! Oui, évidemment qu'il faut aller le vendre en ce moment parce que le rythme qu'il soutient depuis les 8 derniers matchs ne sera pas soutenable, évidemment. Si on faisait encore nos segments soutenables et insoutenables de début d'année, que moi j'aimais beaucoup, mais on vous dirait tout de suite, Mika Zibanejad, insoutenable. Au-delà de ça, c'est que Artemi Panarin va être échangé. Ah! Quand? Je ne sais pas quand, mais ce n'est qu'une... Mais où, Guillaume? Mais non, où, ça, Guillaume? pas les Canadiens. Mais il va être échangé aux Red Wings de Détroit pour aller jouer avec The Rincat et Patrick Kane. Non. Steve Yzerman. Non. Je pense que les Red Wings payent le gros prix cette année, ils ne gagneront pas plus la Coupe Stanley. L'idée, en fait, c'est ça. Pour en revenir à nos moutons et à notre Mika, je pense que je vais commencer à l'appeler juste par son prénom. Tellement j'en parle souvent puis je l'aime. Le tiers de ses points a été fait avec Panarin. Donc, sur les
45 points, je crois qu'il a cette saison, là, 46 points. Il y en a 17 qui ont été faits en compagnie de Panarin. Si tu retires Panarin, tu enlèves, bon, je peux pas dire que tu enlèves les 17 points à Zibanejad, mais tu en enlèves quand même beaucoup. C'est comme un peu inévitable que Panarin, Zibanejad va faire moins de points. Et en plus, il vient d'avoir une séquence qui n'a aucun bon sens. Euh, le reste de ses statistiques sont assez stables. Fait il y a juste un rattrapage qui a été fait au niveau statistique par rapport à lui. Mais perte de meilleurs joueurs des Rangers. Les Rangers ont annoncé ouvertement qu'ils allaient devoir échanger des joueurs. Est-ce que Zibanejad pourrait être échangé, ça aussi? Euh, fait que j'ai la misère à voir comment il va pouvoir maintenir la cadence de presque un point par match dans une autre formation. Ce ne sera pas le premier centre ailleurs. C'est pas un joueur. S'il est échangé, c'est pas pour donner le premier centre. Il va être échangé à une équipe qui a une chance de gagner la Coupe Stanley. Puis il n'y a pas beaucoup d'équipes. Il n'y a aucune équipe excusez l'expression, mais qui est contender qui n'a pas de premier centre. Fait qu'il va avoir une réduction de temps d'avantage numérique, réduction de temps de glace, perte de Panarin. Je trouve que la conjoncture est faite. Vendez-le maintenant parce que si vous attendez un mois, ben là, tout le monde va vous voir venir. Fait qu'il y a cette portion-là aussi. Fait que je pense qu'il y a encore une très, très haute valeur. Un point par match pour un gars comme la rédemption de Zibanejad. C'est le temps de tirer sur la gâchette puis de le vendre. Puis il y a quand même des bonnes chances de se ramasser dans une équipe qui va faire des séries, le beau Mika. Fait puis en plus, c'est une belle petite coupe de cheveux. Regarde. Relax, take it easy. Changer Mika Zibanejad, effectivement. C'était à décrocher le téléphone. On va passer au dernier joueur. On s'excuse pour vos oreilles. On va passer au dernier joueur à aller vendre, Connor Hellebuyck du côté des Jets. Winnipeg. Winnipeg. Connor Hellebuyck, écoute, qui a à part une défaite le 17 janvier en prolongation, avait gagné 3 matchs de suite, mais revenait de 10 défaites consécutives, soit en temps réglementaire ou en temps supplémentaire. 10 défaites d'affilée. 10 défaites d'affilée. Écoute, j'ai jamais vu ça pour Connor Hellebuyck. L'ancien, le reigning Vézina et Hart de l'année Le dernière. roi du Vézina, ouais. Le roi du Vézina, celui qui a gagné le Hart l'année dernière. Tu sais, c'est franchement, là, parce qu'il recommence à aller bien, peut-être que c'est peut-être un bon moment pour aller l'acheter parce que ça vous convainc ou aller le vendre plutôt parce que ça vous rassure peut-être à certains de dire non, mais gars, il est reparti. Mais quand même, là, je pensais que c'était ça que c'était en début d'année, puis c'était pas ça que c'était. Ben oui, exact. Puis on s'attendait tous à beaucoup mieux. En même temps, quand tu regardes l'équipe des Jets de Winnipeg, à part le premier trio, puis Josh Morrissey, c'est maigre. C'est la semaine passée, l'attaque des Canucks c'était plus maigre qu'un steak haché du boucher. Ouais. Je veux dire, Connor Hellebuyck qui est plus maigre que des mannequins de Victoria's Secret. C'est ça pas. Les Jets, je veux dire, c'est maigre, c'est insane à quel point. Excusez. Ah, mes ben ouais, anglicismes, je Jonathan m'en porte. Taves, 5 en 5 quand même. Perfetti est Ben revenu ouais. un tout petit peu. Écoute, peut-être que. Au-delà de la faiblesse de l'équipe, Mhm. Hellebuyck est un gardien de but qui est quand même, je veux dire, vieillissant. Il approche 33 ans. Je pense qu'il est peut-être moins dans la fleur de l'âge. Il a connu 3 saisons extraordinaires qui fait que je crois pas qu'on a une mauvaise perception de Hellebuyck. C'est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue, ce n'est pas le meilleur. Mais le nombre de pourcentage de départs de qualité qu'il y a eu dans les 3 dernières saisons était toujours en haut de 65 L'année passée, c'était 71 Hey, Tu sais, il y a eu fort. incroyable. C'était c'est ça, exceptionnel. Là, oui, il y a comme un retour du balancier, peut-être un petit peu plus de l'autre sens où est-ce que ça va pas bien. Mais est-ce que c'est vraiment possible que Hellebuyck redevienne un gardien de but dominant? Est-ce qu'il va vraiment pas accorder peu de buts? Il est 12 victoires, 12 défaites actuellement. Il y a une moyenne de 901, ce qui est la moyenne de la Ligue. Une moyenne de buts alloués de 2,76. C'est pas beaucoup, le 2,76 en ce moment dans la Ligue nationale. Et pourtant, ça lève pas, les Jets gagnent pas plus. Fait que j'ai la misère à voir comment que Hellebuyck peut faire. Il vient de signer son contrat d'ailleurs pour une éternité. J'ai la misère à voir comment il peut être meilleur, à moins que les Jets se mettent à vendre ou qu'ils aillent chercher, je sais pas, Evan Stenberg ou McKenna ou peu qu'importe, Verhoff, puis que le joueur soit rapidement performant. Mais en début de saison prochaine, il va avoir 33 ans. Ça prend combien de temps une recrue qui s'appelle pas McLean Celebrini pour être performante? 2 ans, 3 ans? Ben, par le temps que cette recrue-là soit performante, Hellebuyck va en avoir 36.
des gardiens de but à 36 ans qui sont ultra performants, puis stables, puis fiables, il y en a peu. C'est pas que c'est impossible, c'est juste que les probabilités sont moindres. Donc, il y a encore une valeur en ce moment. C'est encore un gros nom. C'est encore le récipiendaire le plus récent du Hart et du Vézina. Je pense que c'est un gardien de but qu'on peut aller changer pour aller chercher peut-être un gardien qui a un autre potentiel ou un autre joueur. Tu sais, le Ryan Leonard que je parlais tantôt, là, c'est comme ça que tu vas l'acquérir. Tu donnes Hellebuck pour Ryan Leonard. Il y a une bonne chance que la discussion. T'arrives pas avec à la guerre en négociation avec un tire-poids quand tu mets Hellebuck sur la table. Ouais, il faudrait que tu ailles chercher un gardien peut-être pour remplacer ton Connor Hellebuck, mais c'est pas toujours facile à ce temps-ci de l'année de trouver des gardiens. Mais dans le Dump and Chase, par ailleurs, on va vous en parler. Et maintenant, passons au Dump and Chase. Le premier dump de la semaine, on vous a parlé du Iser Plan. Ben, le premier joueur à dumper, c'est un joueur des Red Wings de Détroit. Simon Edvinsson, qui, écoute, je t'ai demandé pourquoi tu le mettais dans les dumps parce que, avant de commencer l'épisode, parce que j'étais comme, mais voyons, donc, il me semble, Simon Edvinsson, je pensais pas qu'il allait être dans des poules, choisi dans des poules. Et tu m'as étonné quand même en m'apprenant que sur Fantrax, il est choisi à 63%, 24% sur Yahoo. Je comprends là, tu sais, qu'il bloque 2,19 tirs par match, il frappe à 1,32 puis il tire à 1,15 par match. Mais c'est un gars qui est sur un pace de 28 points. Je comprends pas. Je comprends pas. Fait que voilà. Mais il faut le voir comme un. Tu sais, c'est le troisième défenseur des Wings à terme, ou le deuxième. Là, il va avoir le 1 qui va être Moritz Seider. Mhm. Puis tu risques d'avoir un 2A puis un 2B là, qui risque d'être le 2A qui risque d'être Sandin Pelika d'un point de vue offensif. Ouais. Et Edvinson qui va être soit son partenaire de jeu ou le partenaire de jeu à Seider. Actuellement, il joue avec Maurice Seider, mais il y a le rôle défensif de ce duo-là. Et Edvinson, c'est ça, là, sa carrière, c'est être un joueur défensif. Quand tu regardes historiquement tous ses points dans la Ligue américaine, il a joué 2 années quasiment complètes avec Grand Rapids. Mhm. Il a fait 27 et 30 points en 52 et 54 matchs. Là. Fait que c'est un pont en 2 matchs. C'est ça. C'est loin d'être mauvais. Là. C'est juste. Ben, c'est ça. Fait que, à tous ceux qui l'ont, ben, il fera pas vraiment 40 points jamais. Là. Il n'est pas destiné à faire des points. C'est pas un joueur qui va faire des points. C'est pas non plus un joueur qui va tirer au filet énormément. Il n'est pas archi physique. Là, tu parlais des mises en échec tantôt pour les multicatégories. Ben, il n'est pas super physique. Il est pas. C'est pas Tyler Ennis, là, mais il est quand même. C'est pas non plus Radko Gudas. C'est pas le même. Fait que c'est pas sa marque de commerce. Wow. Il va bloquer des tirs en désavantage numérique, certes, mais c'est pas lui qui va avoir ce rôle-là. Actuellement, c'est un gars comme Ben Sherratt qui l'a avec les Wings. Ted Vinson aurait l'opportunité de le faire. Fait que c'est ça. Il est peut-être un peu protégé. Peut-être que c'est moi qui lance ses serviettes un peu tôt avec un défenseur qui a été sélectionné 6e au total puis qui va avoir 23 ans tout juste avant le Super Bowl. Mais je vois pas comment Edvinson peut se développer en défenseur performant de peau. Je le vois comme un genre de Mathias Ekholm, qui est d'ailleurs sur ma liste. Bon défenseur défensif. Tu as besoin d'un joueur de même pour gagner dans une saison régulière. C'est plus un hockey player qu'un pool player. Fait que c'est plus un joueur de hockey qu'un joueur de pool. Edvinson, il rentre dans cette catégorie-là pour moi. Quand je te disais tantôt qu'on tombe en amour avec des jeunes joueurs, Edvinson, c'est un exemple. Il joue dans la Ligue nationale à 22 ans, puis il a fait 30 points. Ouais. Il va en faire 60. C'est comme malheureusement, non. Non. C'est pas mal ça qu'il va te donner. Il va juste être meilleur défensivement, all-around. Il va juste faire moins d'erreurs, puis les Wings vont être meilleurs. Mais lui, personnellement, offensivement, ça risque d'être dans ces environs-là. Peut-être qu'il peut faire 35. Il va sûrement faire 40 une fois dans sa vie, mais ça ne sera pas la norme. Avoue que tu as fait exprès de parler Mathias Ekholm parce que tu savais que c'était notre prochain joueur à aller dumper. Non, And speaking of segue, excellent segue, effectivement, pour parler de Mathias Ekholm. 0 points en 7 matchs. Non seulement ça, il est sur un pace de 31 points cette saison. Il sortait de saison de 42 et de 47 dans les 2-3 dernières années. Je pense que c'est surtout dû à Jake Wallman. Et c'était un peu ma question à toi aujourd'hui. Je regardais les chases, puis j'étais comme, mais voyons donc, Jake Wallman n'est pas là. Évidemment que je vais te poser la question, mais c'était parce que tu nous disais d'aller dumper Mathias Ekholm. Peut-être justement parce que Jake Wallman est revenu, puis c'est lui qui va aller avoir un petit peu plus de points.
Je sais pas à quel point Jake Wallman va faire plus que ce qu'il fait en ce moment. Tu sais, il roule à peu près un peu en 2 matchs. C'est pas mal ça qu'on avait prédit avec lui en début de saison, puis c'est pas mal ça qu'il nous le donne en ce moment. Ce que j'aime de Waldman, c'est que c'est ce défenseur-là polyvalent qui joue un peu partout, ce que les Oilers ont vraiment besoin. Quand je regarde Ekholm, par contre, ben, c'est lui qui est cop offensivement. Dans les dernières saisons, Ekholm, il y avait toujours une vingtaine de pourcents d'avantage numérique. Tu sais, c'était la deux. On avait un premier avantage numérique sur la deuxième vague. Ekholm, des fois, c'est lui qui jouait. Des fois, on allait mettre un gars comme Darnell Nurse, par exemple. Mais il allait avoir sa chance une fois de temps en temps. Puis il allait toujours chercher un 3, 4, 5 points en avantage numérique. L'année passée, il allait en chercher 7. Parce que, bon, quand je joue Connor McDavid, c'est sûr que c'est toujours plus facile de faire des points, mais c'est 7 points sur un total sur un rythme, sur un total de 33 sur 65. C'est vraiment une grosse différence. Si tu retires ces 7 points-là en avantage numérique ou tu en retires 5, il tombe un joueur qui est en bas de la barre des 40 points comme il le fait en ce moment. Fait que Waldman va lui retirer ce quinzaine de pourcentage-là en avantage numérique, puis c'est lui qui va les prendre. Puis ça, c'est les 4-5 passes de plus qui font la différence entre un défenseur de 30-35 points et un défenseur de 35-40. Puis ensuite, quand tu regardes dans le multicatégorie, ben, il n'y a pas beaucoup de blocs. C'est pas un défenseur qui il tire 1,7 fois par match. Là, c'est bien, mais c'est pas. Il a C'est déjà pas fait un. mieux par le passé. C'est ça, en fait, qui, moi, Oui. me. Puis en termes de tir bloqué, ben, il est correct. Là, c'est pas sa marque de commerce. Fait que, tu sais, ça devient un bon défenseur de vétéran dans une équipe, mais je pense que d'un point de vue pot de hockey, j'ai un peu abandonné de sa pertinence. Je vais préférer me tourner vers un gars comme justement Jake Wallman, qui pourrait faire partie d'un chase ou d'un échange. Là, il est un peu entre les deux en termes Ouais. de sélection. Mais puis si Evan Bouchard se blesse, mais là, Jake Wallman, la valeur explose. Fait que c'est voilà, c'est un peu ça pour Ekholm. Ekholm et Edvinson, ce sont deux défenseurs qui ont eu un caractère défensif initialement. Je pense que même Ekholm tire un peu plus là, que Edvinson. Mais en début de carrière, les deux se ressemblaient beaucoup. C'est un gars qui était capable de faire du 40, 42. En plus, Ouais, avec Edmonton, c'est sûr qu'Ekholm devenait quand même intéressant. Donc, ouais, non, je comprends tout à fait où tu voulais en venir. Jake Wallman, je l'ai gardé tout le long pendant qu'il était blessé. Et là, j'ai fallu que je le dump justement parce que j'avais des retours de blessures. Et là, lui était là. Il était pas meilleur que les défenseurs que j'avais. C'est un défenseur que l'année dernière avait tiré 2 fois par match, bloquait 2 fois par match. Quand même intéressant, ce petit ouais. Jake Wallman. Troisième joueur à aller dumper maintenant. Et là, on a hésité. Moi, je voulais parler de Jacob Fowler parce que, bien évidemment, que c'est un dump, il est retourné dans la AHL. Si vous le tenez encore, pourquoi? Mais autrement, l'autre joueur des Canadiens de Montréal à aller dumper, Zachary Bolduc. I see that you're a Montreal Canadiens fan. On a parlé quand même de Zachary au niveau, tu sais, vous l'entendez partout sur les radios et un peu partout dans les médias québécois. Comme quoi, bon, tu sais, il fallait quand même tempérer nos attentes. Il avait quand même bien commencé l'année. Il y a eu des bons petits moments. Mais avec les retours des blessés chez le Canadien de Montréal, on va commencer à avoir un alignement assez complet. Il joue bien, il est capable des fois de garder son match, mais des fois, il tire pas, il se met pas dans des bonnes positions. Et ben écoute, force est d'admettre qu'en ce moment, si on dit qu'Oliver Kapanen est intéressant et est pertinent pour un pool, Bolduc, il l'est plus du tout. Là. Je suis pas prêt à dire qu'il ne l'est plus du Ben, tout. pas en Je ce pense moment. qu'on est. Ben, actuellement, non. Je dis un point en 12 matchs. Je le donne parce que là, le retour des blessés, comme tu dis, il joue moins. Quand tu regardes là, de quart de saison à quart de saison, dans la première moitié de saison, il jouait environ 14 minutes par match. C'est à peu près ce qu'on lui donnait. Et là, il est rendu à du 12 minutes 30. Fait que, il y a vraiment une drop en termes de temps de jeu. Du 12 minutes, là, c'est un gars qui est entre le troisième et le quatrième trio. Ça devient un peu moins pertinent. Par contre, c'est là que je vais amener mon bémol sur Bolduc. L'année passée, avec les Blues, il a fait exactement. Il y avait moins de points à la même période de l'année. Là. C'était pas comme si. Il n'a pas régressé par rapport à l'année passée. Il a régressé parce qu'on pensait que ce serait autre chose. Exact. Mais un gars qui compte 3 buts en 4 matchs, c'est pas soutenable non plus. Là. C'est pas. Fait que, si on prend un peu de. Je regarde juste les statistiques, évidemment, je regarde pas le feeling de la game et autres parce que ça peut changer tellement vite dans la Ligue nationale. Là. Il peut se ramasser sur un trio avec Slavkovski puis faire 6 points en 6 matchs, puis On on pourrait passe à revenir autre avec chose. Là. Fait que Suzuki, exact, c'est ça, exact. c'est difficile à dire. Mais quand on tente de prendre un pas de recul et qu'on regarde ses statistiques, il tire plus que l'année passée à la même date. Il joue un petit peu plus aussi, le même nombre de temps d'avantage numérique.
je comprends que c'est une recrue, puis on aurait aimé ça avoir une grande progression, mais il a joué 146 matchs. Là. Il n'est pas rendu à son breakout. Tout à fait. C'est pas supposé être un joueur non plus qui va faire 85 points. Euh, on ne lui a jamais donné, à part quelques reprises, à jouer avec Suzuki Caulfield, qui d'ailleurs joue très mal à 5 contre 5. Tu sais, Ouais. ces temps-ci, ça fait longtemps que ça va mal. Mon point est, je donne Bolduc parce que je ne vois pas comment il peut faire jusqu'à la fin de la saison, exploser puis aller chercher un rythme de points qui est soutenable dans un pool de hockey. Mais est-ce qu'il va l'être un jour, un joueur qui va être bon dans un pool de hockey? C'est peut-être ça la question. Puis c'est là que la question des attentes arrive. Est-ce que Bolduc va vraiment faire 55, 60 points ou est-ce que c'est un gars de 45, 50 points avec un 25 buts? Tu sais, si tu 25 buts, 25 passes ou un 25 buts, 15 passes, ou je dis 25 buts, là, j'ai l'impression que il y a un bon tir, ou une vingtaine de buts, une vingtaine de passes, puis ça va être ça, puis on va être content d'avoir un troisième trio. Tu sais, c'est un 17e choix au total, c'est pas supposé être Wayne Gretzky. Là. Fait que, Non, juste qu'il non, il a bien fini la saison, il a commencé fort, mais c'est ça. mais la raison pourquoi, puis tu l'as dit, puis tu as dit qu'il tire plus que l'année dernière, mais dans son dernier quart de saison, dans les Pas derniers matchs, il par rapport tire pas. à pareille date. À pareille date, c'est À pareille plus. date, effectivement, mais la raison pourquoi il a bien fait l'année dernière avec les Blues, dans le dernier quart de saison, le dernier 19 matchs, il a tiré 45 fois. Vous nous avez Ouais, mais entendu sur le podcast, là, on vous dit pour faire des points, il faut tirer. C'est exactement ça. Toute la saison avec les Blues l'année dernière, en 16, 19 et 18 matchs, il a tiré 23, 29 et 22 et là, explose avec 45 tirs en 19 matchs. Et c'est là qui a fait ses points. Mais voilà, c'est vraiment juste ça. Tire, Zachary. Tire, 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 tire. je suis d'accord avec toi. J'essaie juste de relativiser, de dire c'est un gars qui a 22, 23 ans. Exact. Il n'est pas supposé d'être une vedette. Il a joué, tu sais, on compare avec Quentin Byfield tantôt. Byfield a joué quasiment 2 fois plus de matchs que Bolduc, puis ils ont 6 mois d'écart là, en termes d'âge. Tout à fait. Je dis pas que c'est anormal, je veux juste dire que c'est pas supposé être Wayne Gretzky. En ce moment, il joue le rôle qu'on lui donne. Il a l'air un peu perdu sa glace quand on le regarde, vrai. Mais statistiquement parlant, il n'est pas hors norme. Mhm. On aurait aimé ça qu'il soit un peu mieux, mais c'est pas complètement ridicule non plus. Mais dans un pool hockey dumpé, puis il faut juste se poser la question, est-ce que c'est vraiment supposé être un producteur de points extraordinaire? Dans une équipe de hockey, il y a un maximum de joueurs qui peuvent faire des points. Là. Exact. Puis si tu dis que Suzuki, Caulfield, Kapanen, Demidov, Slav, puis là tu veux Age, puis Zarovski, puis Bolduc, à un moment donné, ils peuvent pas tous faire 50 points. Là, comme T'as pas les nommé Canadiens Taxi. contre pas 700. T'as pas nommé Non. Taxi, Guillaume. T'as pas nommé. OK, d'accord. Non, Non, mais, Modé Taxi, Hudson, Dobson, tu sais. non, mais là, après ça, puis là, tu ramènes New Hook, tu ramènes Dak. Tu sais, à un moment donné, Dak, tu sais, je comprends qu'il joue avec Gallagher puis Dano en ce moment. Là. Gallagher, tout le monde dit qu'il suit plus. Je comprends, là, mais effectivement, c'est sûrement un peu ça aussi qui ne l'aide pas pour Zachary Bolduc. Dernier joueur à aller dumper cette semaine, on va du côté des Devils du New Jersey. Dawson Mercer. Écoute, si plusieurs d'entre vous en début de saison étaient tellement contents que Dawson Mercer ait un énorme début de saison, oh, c'est tombé. Et c'est tombé au point où on vous dit d'aller dumper parce que il y a des meilleurs joueurs sur le waiver wire. Si vous avez des ballottages, il y a des meilleurs joueurs à aller chercher que ça en ce moment que Dawson Mercer. Oui, puis la tendance n'est pas du tout du bon bord pour Mercer. Il est revenu au rôle qu'il avait. En fait, c'est comme je sais pas, c'est un troisième centre de luxe, peut-être, Mercer, ou un allié de deuxième trio, mais un sixième attaquant. Tu sais, c'est difficile à bien cerner son rôle. Les Devils sont rendus avant-dernier dans l'Est aussi. Eux qui étaient premiers en début de saison, il y avait 12 victoires, 4 défaites. Tout allait bien pour les Devils. Mercer a commencé la saison avec 15 points en 20 matchs. On était parti pour une saison de 60 points. Il jouait 2 minutes en avantage numérique, 19 minutes de temps de glace. Et là, 25 matchs plus tard, le voilà de retour à ses chiffres normaux, 1,38 d'avantage numérique. Il joue du 17-18 minutes par match. C'est beaucoup de temps de glace, mais malheureusement, il ne les joue pas avec un gars comme Jasper Bratt, qui est peut-être un autre à aller acheter d'ailleurs, Jasper Bratt. Semaine prochaine. On va en parler la semaine prochaine de Jasper Bratt. Il joue avec Timo Meier puis Nico Ishii, avec qui c'est pas un trio qui va, ça va pas très très bien. On l'a essayé avec d'autres trios. On l'a essayé avec Connor Brown. C'est bonne chance pour faire des points de Connor Brown. On a essayé avec Arseniy Kritsiuk, on a essayé avec Andrej Palat, on a essayé un trio avec Paul Cotter d'ailleurs, Brown, Cotter, Mercer. Aïe, 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 aïe.
c'est ça. Puis là, tu laissais 3-4 matchs en ligne, ils font pas de points. Tu sais, comme, bon, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est ça. 3-4 points, c'est 3-4 matchs, pas de points, ça fait mal. Fait que c'est un peu ça. Je pense que Mercer va nous donner en ce moment dans un rythme de 46 points. Dans les 2 dernières saisons, il a fait plus un rythme de 35. Tu sais, c'est un gars de 40 points, Dawson Mercer, au final. C'est 35-40 pour Dawson Mercer. C'est un gars qui va gruger beaucoup de temps de glace. C'est comme un Anthony Cirelli des pauvres. Tu sais, il Ouais. manque un peu d'attaque pour être relevant, Exact. mais c'est un bon joueur d'hockey. Fait que moi, c'est un dump. Dump his ass. J'ai abandonné dans le cas que Mercer peut vraiment faire des points. C'est même pas Sa saison vendeur recrue, c'est même pas vendeur pour toi, Dawson Mercer? C'est vraiment dump là, en ouais, ce moment, c'est terminé? je veux dire, toutes mes dumps, c'était capable de les vendre, tes vends. C'est juste. J'ai de la misère à voir quelle narrative tu peux raconter à quelqu'un pour dire que Dawson Mercer est bon. Je veux dire, tu regardes ses statistiques, t'es comme bon, mais il a fait des rips il est jamais blessé. C'est sa plus belle qualité. C'est comme. Tu vois? Il est ponctuel, il se présente. Il a fait 33 puis 36 points. Là, cette année, il est dans Ouais. un rythme de 46, puis les Devils vont pas bien. Puis quand tu regardes juste un peu plus loin, t'es comme, bon, oui, il a commencé vraiment fort, puis il s'est calmé. Puis, tu sais, du moins que ça a des balotages ou des waiver wire, tout le monde l'a vu dans le top du waiver wire pendant des semaines, puis il est resté là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça. En tout cas, mais, je sais que moi, dans mon pool, au balotage, il était sur plusieurs listes. Puis finalement, jamais personne l'a pris, puis il a juste Il est resté dans le resté haut là. parce que tu prends les joueurs avant lui. Là. Puis il reste dans le haut, puis t'es comme tranquillement, pas vite, il descend. Petite question quiz pour toi ouais. pour finir sur la section des dumps de la semaine. Est-ce que tu sais qui est sur le premier trio avec Jack Hughes et Jesper Bratt du côté des Devils du New Jersey? Je t'allais dire Arseniy Kretiuk, mais ça, vas me dire que c'est pas lui. C'est un autre camarade, Yevgeny Dadonov, toi chose. Fait que, voilà, quand même, autre daily reminder de Daily Face-Off qu'il faut toujours vérifier. Dadonov, on devrait l'appeler le chat. Il y a 9 vies, ce gars-là. Ça n'a aucun. sens. Comment il se aucun bon retrouve sens. sur un premier trio dans la Ligue nationale de hockey? Tout le temps. Tout le temps. Le chat camarade. L'année dernière, il avait joué avec Rantanen pendant un certain temps. Avec les Panthers, il jouait avec Barkov, Huberdeau. À part avec les Canadiens qui jouaient avec les meilleurs joueurs, qui étaient probablement Yann Boulis puis avec Petrov. Là. Il n'a jamais joué. Il était toujours sur des trios offensifs. Écœurant, le chat d'Adonov. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le chamarade? But you think it's funny? OK, passons au chase maintenant. Aux joueurs à aller chasser cette semaine. Et on commence, oui, mesdames et messieurs, avec notre chase de la semaine. Corbeau, lance le tempo. Chase de la semaine, tout le monde capote, il a brisé le système. Chase de la semaine, c'est lui que je veux, c'est lui que j'aime. Pavol Regenda, peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est le chase de la semaine. Tu me fais tellement plaisir, Corbeau, de mettre Pavol Regenda. Vous vous souvenez peut-être de notre dernier épisode où on a brièvement parlé de ce cher Pavol. J'avais dit à Guillaume que s'il ne finissait pas le mois de janvier dans la Ligue nationale de hockey et qu'il retournait dans la AHL, je devais porter une perruque pendant un podcast. Pour l'instant, écoute, tu me donnes raison. Oui, Colin Graff va bien. Igor Chernyshov, lui, un petit peu moins bien, mais qui se retrouve sur un premier trio avec Macklin, the newest great Celebrini, et Will, the Slap Smith. Oh, wow! Et oui, c'est Pavol Regenda. Écoute, on est en feu sur les surnoms aujourd'hui. Un joueur que, pour vrai, j'avais hâte, moi, de vous parler, puis que il y a eu un petit cold streak. Il est 2-5, OK. Mais un joueur de multi-categories, il a commencé en se faisant rappeler par les Sharks de San Jose. Il a marqué 2 fois à ces 2 matchs où il a été rappelé. 2 fois, c'était sur des power play en plus, sur l'avantage numérique. Il tire à un rythme de 2,6 fois par match et frappe à 2,3 fois par match. Pour vrai, là, je suis tellement content parce que je trouvais que ce joueur-là s'implique. Tu me disais, ah, mais attends, ce ne sera pas soutenable. C'est un joueur qui a 26 ans, un Slovaque, qui sort un peu de nulle part, a bien joué en Slovaquie à certains moments. Et là, arrive en AHL, marque il y a 2 ans 25 points en 36 matchs. Cette année, 12 en 28. Rien à écrire à sa mère en Slovaquie, mais se fait rappeler avec les Sharks de San Jose et prouve en ce moment
il le méritait, il la mérite sa place sur leur alignement. Honnêtement, je peux pas croire que tu es aussi passionné avec un gars comme Pavel Regenda. Oui! La raison pourquoi moi je l'ai avec un Chase, puis c'est. Bon, je te fais plaisir, on s'entend. Il ne faisait pas partie de ma liste. J'avais mis Matvei Gridin des Flames en me Surveillez-le. disant qu'il venait d'être rappelé. Un gars qui a quasiment un point par match en Ligue américaine. Ouais. Il allait seulement rester dans la Ligue nationale jusqu'à la fin de la saison. C'était mon Chase du jour. Mais je vais mettre Regenda pour toi pour 2 raisons. La première, c'est que son temps de jeu est quand même intéressant. Oui, il joue avec Celebrini puis Smith, mais on a tenté de créer 3 trios du côté des Sharks. Le trio de Celebrini, Smith et Regenda, qui clairement n'ont pas vraiment besoin d'être 3 sur ce trio-là. N'importe qui ferait des points. Même toi, je pense que tu pourrais compter sur un premier trio avec Celebrini et Smith. C'est encore drôle. Je sais pas. Tu tires pas assez fort. Non. Après ça, tu as un deuxième trio qui est un trio plus responsable de Toffoli, Venberg et Eklund. Et là, on fait un troisième trio des jeunes dans lequel on a Graf, Chernyshov et Michael Misa. Fait que c'est comme, je ne sais pas combien de temps Graf, Chernyshov et Misa vont rester ensemble. C'est littéralement 3 recrues. Mais Regenda, excusez l'expression, mais il drive de la possession. Quand il est sur la patinoire, son équipe a plus souvent la rondelle que l'équipe adverse. Et là, ce qui est un peu fou, c'est que oui, il y a quand même beaucoup trop de buts à son actif et un pourcentage de tir de 25%, mais il commence que 32% des mises en jeu en zone offensive. C'est-à-dire que quand il est arrivé dans la Ligue nationale, il a réussi à faire des points en partant de sa zone et en allant dans la zone adverse. S'il commence de plus en plus, Celebrini commence plus souvent des mises en jeu en zone offensive qu'en zone défensive, s'il joue sur ce trio-là, ultimement, il va finir par avoir plus d'opportunités de faire des points et je ne serais pas surpris qu'il stabilise sa production, peut-être pas à quelque part d'un point par match, mais qu'il réussisse à générer une certaine production. C'est impossible à prédire, mais c'est un super beau, c'est un beau risque à prendre d'aller chercher le joueur qui joue avec Celebrini dans une équipe qui se bat pour une place en série. Puis qui est à 26 ans, il est une recrue, mais une vieille recrue. C'est un peu plus d'expérience, c'est peut-être plus facile à prendre aussi. Fait que j'haïs pas Regenda. Je pense qu'il va quand même retourner dans la Ligue américaine dans les 2 prochaines semaines parce qu'il n'y aura juste pas de place dans l'alignement. Mais je continue de croire qu'il y a une petite portion de chance qui réussissent à bien performer puis qui s'en sortent avec une saison à la Ryan Donato l'année dernière ou Philippe Kourachev de l'époque. C'est pas impossible. Philippe Kourachev Ouais. sort un peu de nulle part. Il a quand même réussi une saison de 50-60 points. Pourquoi Regenda ne pourrait pas le faire? Écoute, je disais que j'allais porter une perruque si jamais il ne se rend pas à la fin. T'as porté anyway, hein? Et non, si jamais il le fait et même s'il termine, s'il se rend jusqu'aux Olympiques et même plus avec les Olympiques, c'est le 2 février. tu vas, OK, peu importe. S'il finit l'année avec les Sharks de San Jose, tu m'achètes un chandail de Carey Price des Sharks de San Jose. Oui, monsieur, c'est dit. Voilà, c'est ça le pari. On s'entend là-dessus. Passons maintenant à un gardien de but, justement. Connor Ingram du côté des Oilers d'Edmonton. Which means you hate the Edmonton Oilers. Bien content que tu aies mis aussi Connor Ingram au niveau des Chase. C'était aussi dans ma liste de la semaine. Jarry qui revient de blessure, mais même s'il revient de blessure, Connor Ingram joue très bien en ce moment dans une équipe qui, écoute, même si les Oilers parfois peuvent perdre des matchs, ils ne sont pas nécessairement la super puissance que le Colorado est cette année. Connor Ingram est capable de gagner des matchs. Les Oilers aussi. C'est un bon gardien qui, on savait avec l'échange qui avait été réalisé qu'il allait peut-être un jour avoir la chance. Il l'a saisi en ce moment. 6 départs de qualité en 8 départs. Hey. En fait, c'est la fin de Calvin Pickard officiellement. Voilà. C'est le 2e gardien de but. Puis les Oilers, avec un calendrier qui est condensé, avec les Oilers qui espèrent jouer beaucoup de matchs, ils vont avoir quand même même quand Jarry était là, même quand c'était Skinner, Pickard a quand même joué beaucoup de rencontres cette année. Je suppose que Ingram, ça va être un peu le même principe. Il est un peu dans un entre-chaise entre un chase et un échange. Là, vous pouvez aller l'acquérir. Puis Tristan Jarry, c'est pas un gardien de but élite. Il n'y a absolument rien qui dit que Connor Ingram ne va pas jouer plus souvent que Jarry. C'est un beau duo. C'est un beau duo. C'est pas un grand duo de gardiens, mais c'est un duo qui est plus solide que le Pickard Skinner de l'année dernière pour les Oilers. J'aime bien les chances à Ingram d'aller faire des points. Puis
il y a une moyenne de 2,49, 906 de pourcentage d'arrêt. Il y a eu des bons chiffres en Arizona avant de s'éteindre un peu en Utah avec des problèmes personnels. Je trouve que c'est une belle chance à aller chercher, puis il coûtera pas cher. Fait que, dépendamment de vos formats de série et autres, les Oilers ont commencé à passer à la vitesse supérieure. Quand Graham, c'est pas fou. C'est pas fou. Et maintenant, passons à notre autre joueur. Et là, laisse-moi regarder mes notes. Let me check my notes. Take your time. Ouais. Épisode 18 des Dump and Chase. Il y a de ça environ un mois, un petit peu plus qu'un mois. Tu dumpais ce gars-là. Oui, effectivement. Tu dumpais Capo Caco. Tu nous disais que, ben oui, il fallait oublier Capo Caco. T'en as même parlé, d'ailleurs, tantôt, en disant que parfois, il fallait passer à autre chose en parlant de Quentin Byfield, de Lafrenière. Et là, tu mets Capo Caco dans les chases de la semaine. Honnêtement, je m'en serais peut-être attendu à, je sais pas, Jared McCann joue très bien. Ça aurait pu être dans les acheteurs. Jordan Eberle, qui est dans un de mes pools, jouait très, très bien cette saison. Mais c'est plutôt Capo Caco que tu nous conseilles. Ben, on a parlé de Matty Beniers la semaine dernière. Tu viens de parler de Jordan Eberle. Ben, Oui. si tu te demandes qui joue avec ces deux gars-là, c'est Capo Caco. Et voilà. Capo Caco a commencé à tirer. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé parce que, il a quand même joué 410 matchs en carrière, Capo Caco. Il a toujours tiré entre 1,7 et 1,4. C'est comme, mettons que 1,5, c'est pas mal sa norme. Et il a commencé, là, en ce moment, cette année, c'est ça qu'il fait, 1,5 tirs en moyenne. Par contre, il a tiré 39 fois dans ses 20 derniers matchs. Fait que, il a commencé à tirer, excuse-moi, c'est ça, 39 fois en 20 matchs. Fait que c'est quasiment 2 tirs par match. C'est un peu plus que ce qu'il faisait avant. Ça va venir l'aider. Il a 16 points dans ses 24 derniers matchs. C'est un joueur qui fait mettons Caco qui fait 0,66 points par match, un genre de 55 points. Je pense que ça va être un rythme qu'il va maintenir d'ici la fin de la saison. Il joue du 15 minutes, 14-15 minutes sur un trio avec Beniers et Eberle qui joue bien. Je trouve juste que c'est un chase, en fait. Là, c'est vraiment un chase pour Caco là-dessus. Il n'est pas pris souvent. Je trouve que c'est un beau guess à prendre. Seattle, encore une fois, roule leur trio vraiment souvent. Ils vont mieux qu'ils allaient. Quand ils commencent à gagner, il n'y a plus rien qui bouge. Beniers a une meilleure saison que l'année dernière. Eberle a une bonne saison. Puis Capo Caco, c'est un joueur qui génère beaucoup de possession pour son équipe en termes de possession de rondelles. Il l'a toujours fait, il le fait encore. C'est ça. C'est pas sexy, mais on cherche souvent un joueur qui peut nous aider sur une petite séquence. Je pense que Caco peut faire ça. Tu es en train de me dire que un joueur, un franc-tireur, deuxième choix au total, qui commence à tirer, puis là, ça fonctionne, puis il devient pertinent pour un pool de hockey. Ah ben, gadon! Hey, c'est-tu... Non, mais blague à part, franchement, on vous l'a dit pour Zach Bolduc tantôt, on va vous le redire encore jusqu'à la fin de l'année. Des joueurs qui se retrouvent comme ça, qui recommencent à tirer quand ils sont de bons marqueurs, c'est sûr que ça va fonctionner. L'inverse est très vrai aussi. Je peux penser à un Matt Coronato qui, pour moi, était à un certain moment de l'année un vol à un certain moment donné sur le waiver wire qu'on pouvait aller chercher. Il a arrêté de tirer. Il y avait des matchs. Il y a un match, écoute, je vais le dire à peu près, là, mais il me semble qu'il y a eu un match à 11 tirs sur un match. Pour un match. 11 fois, il a tiré au filet. C'est un de moins que Rupe Inns qui en a fait 12 il y a quelques semaines. Mais oui. Tout à fait. Et puis, puis à un certain moment, puis il tirait 3, 4, 2. Et là, 1, 0, 1. Ça, je ne comprends pas. Vraiment, là, c'est des gros drapeaux rouges, des red flags, comme on dit, sur des joueurs comme ça. Quand ça arrive et que c'est sur une séquence de 3, 4, 5, 6 matchs, pour le bien ou pour le mieux ou pour le pire, quand ça va bien ou quand ça va moins bien, quand tu tires beaucoup, quand tu tires pas beaucoup, c'est vraiment ça qu'il faut que vous regardiez. Allez voir les game logs, allez fouiller. Sinon, écoutez-nous, ça va nous faire plaisir de vous lever, justement, ces petits drapeaux rouges ou ces petits drapeaux verts. Là, pour le prochain joueur, Oh. je vais le dire avec humilité. J'avais aucune idée qui était ce joueur. So who are you? Non, mais Ouais, j'ai déjà vu son nom une fois. ouais. Probablement dans un line-up quelconque, mais j'ai jamais cliqué sur sa fiche de HockeyDB. J'ai jamais regardé ses statistiques avancées. J'ai jamais. Elite jamais, Prospect non jamais, plus? Jamais. OK. J'ai aucune idée. Il était de quelle nationalité? Je t'aurais dit laiton, Ah. finalement, Un laiton? c'est exactement ça. C'est un laiton? Non, mais... Oui, son nom, c'est Uvis.
Donc, Uvis, Uvis Balinskis. exactement, défenseur des Panthers de la Floride. got the measles and they forfeited the season. Puis on vous recommande de le chasser cette semaine. Puis je vais aller le chercher demain matin, d'ailleurs, avant de me le faire voler. Oh. Il est celui qui, dans les 3 derniers matchs, a joué sur le premier avantage numérique des Panthers de la Floride et il a amassé 1 point. Je ne comprends pas. Tu as Seth Jones, Aaron Ekblad, tu as Gustav Forsling et tu vas y aller avec un gars qui s'appelle Uvis Balinskis qui a joué 140 matchs dans la Ligue nationale, qui a sa meilleure saison. Et l'année passée, il a joué quasiment tous les matchs avec les Panthers. Il a joué 76 matchs sur une troisième paire. Mais pourtant, n'a pas joué en séries éliminatoires. Non, exact. Et là, dans les 6 derniers matchs, il y a 3 points. Il y a 3 points en 6 matchs. 2 points d'avantage numérique dans les 6 derniers matchs. Il joue 2 minutes d'avantage numérique par match, 20 minutes en temps de moyenne de temps de glace. Il vient de prendre un rôle majeur chez les Panthers. Ça va vraiment mal en Floride. Ça se peut qu'on manque les séries. C'est pas drôle, mais c'est pas impossible que les doubles champions de la Coupe cette année manquent les séries. Et un gars comme Uvis Balinskis, on recherche tellement souvent des défenseurs. Ouais. Il me fait penser un peu à Nick Dunkenberg des Prédateurs de Nashville, qui un petit peu plus tôt dans l'année, on vous avait recommandé d'aller le chercher, puis qui va quand même relativement bien actuellement. Évidemment, c'est pas Romagnosi, mais il fait son travail d'aller accumuler des points là, sur une deuxième vague. Mais je pense que Uvis, actuellement, c'est ce qu'il peut faire. On va le monitorer les prochaines semaines. Ça se peut qu'il redevienne dans son rôle de figurant chez les Panthers. Mais je vois pas ça comme quelque chose d'impossible. C'est un gars qui commence 60% de ses mises en jeu en zone offensive, qui est allé chercher cette année que 28% de passes secondaires. Je sais pas trop quoi en penser. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 3 points en 3 matchs. Et c'est lui qui roule l'avantage numérique. C'est lui qui se retrouve dans cette position-là. Puis so far, so good, pour utiliser encore une fois l'expression anglo. Fait que j'irai le chercher. C'est un risque. Je suis très conscient que c'est un... On vous recommande d'aller chercher des Pavel Regenda puis des Capo Caco. Mais on est rendu à ce point-ci la saison, je pense, où est-ce que il faut qu'on vous aller aide à chercher un trouver autre joueur. chose. Ouais, faut qu'on vous aide à trouver des petites perles. On attire votre des joueurs attention cachés. sur des joueurs que vous savez peu. Exactement. Puis je fais le daily reminder de Daily Face-Off, je le fais pas souvent, mais si demain matin, il se retire du premier avantage numérique, il va être moins utile, évidemment. Mais en ce moment, c'est le rôle qu'il a. Puis peut-être qu'il va avoir ça pour les 4-5 prochains matchs. Fait que si ça veut des head-to-head, c'est un bon joueur à aller chercher. Évidemment, à 29 ans, c'est peut-être pas le gars à avoir dans son keeper. Non, effectivement. Tire pas nécessairement. C'est pas un gars de catégorie. C'est vraiment un gars de points. De points purs, si vous voulez aller chercher. Il coûte pas très cher non plus pour des poules salariales. Petite carte cachée. Mais en même temps, oui, absolument. Une carte cachée que tu ne vois pas venir, que personne ne va voir venir, puis il va se demander pourquoi tu es allé chercher. On a reçu beaucoup de questions aussi. Là, je vais juste les adresser sur Andrew Cup et sur ce genre de joueur-là. On ne vous le recommande pas parce qu'il va s'éteindre. On aurait dû vous le recommander il y a 2 semaines, mais on est en congé. Donc, par le temps qu'on aurait pu vous le faire, ben moi, j'y crois pas qu'Andrew Cup va continuer à rouler un rythme d'1 point par match. Non. C'est insoutenable. Fait que de vous recommander un gars qui roule 1 point par match, c'est un peu contre-productif de ce qu'on tente de faire avec le balado. Puis ensuite, ben, est-ce que je vous dirais de le dumper? Non, parce qu'il roule 1 point par match. Y a-t-il vraiment une valeur d'échange? Pas tant que ça. Fait que, si vous l'avez, tant mieux, roulez la vague. Puis quand il va s'éteindre, vous sacrerez ça au vidange. Mais, je veux dire, Andrew Cup est probablement celui qui va écoper quand Panarin va arriver avec les Red Wings ou un autre joueur, parce que ça serait surprenant que les Wings n'aient pas cherché un joueur sur le top 6. Écopé. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Émile Fini. Non, mais avant de... Émile Fini. Écoute, Émile Fini, lui, il est fini. Il est fini. C'est même James Van Riemsdyk, qui d'ailleurs aurait pu être un autre de nos chases, comme j'ai dit un peu plus tôt, joue très bien, score en avantage numérique. Voyons donc, JVR. Un autre à 9 vies, là, comme le chamarade d'Adonov. Mais Andrew Cup, juste quand même, petit mot, joue avec Kane et DeBrincat. C'est vraiment, il n'y a pas de centre en ce moment chez les Red Wings de Détroit qui peuvent prendre ce rôle-là. On avait essayé Marco Casper en début d'année. On espérait, toi puis moi, que c'était son année. Il allait peut-être avoir un 50 points parce qu'il jouait avec ces deux-là. Ben non, c'est Andrew Cup. Puis l'année dernière, il l'avait prouvé aussi qu'il était capable de faire des points lorsqu'il était jumelé avec ces deux-là. Il le démontre encore en ce moment. Non, il ne fera pas un point par match. Il va peut-être bien finir l'année, mais quand même,
à suivre, à voir, C'est regardez si jamais c'est un merci, bonsoir, là, surtout faut des juste faire attention avec mmh, ces joueurs qui deviennent, tu sais, ces vétérans-là qui deviennent vraiment feu sur une courte période. On tente de les avoir à la volée, mais bon, c'était le temps des fêtes, puis on était complètement, déconnectés. mmh Mais on ne vous recommande pas parce qu'on ne voit pas comment cette performance-là peut être soutenable. C'est pas le temps de le dumper non plus parce qu'on sait pas combien de temps il va faire des points. Puis quand tu joues avec un gars comme Kane et DeBrincat, tu peux avoir un match de 3 points la semaine prochaine. J'irai pas l'acheter. Puis bon, vous pouvez le vendre si vous voulez le vendre, là, mais Ben ouais, tu sais, peut-être tu peux aller chercher quelque y a-tu chose. vraiment une valeur, tu sais? Y a-tu vraiment une grosse Ben, valeur? en ce moment, oui. Tu sais, je pense qu'il est quand même capable, tu quand même capable d'aller convaincre quelqu'un, 8 points dans les 7 derniers matchs, il joue bien, il est sur un bon trio. Je pense qu'il y a effectivement une narrative, mais bon. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes, des poolers qui avez des questions, il y a un joueur qu'on n'a pas nommé que vous pensez aller chasser puis vous voulez notre avis, un joueur à dumper mais que vous hésitez ou même, faire comme Corey Biondi de nous écrire pour des propositions d'échange puis vous voulez notre avis, puis que Guillaume puis moi, on se pogne justement pendant la semaine en texto, ben, ça va nous faire plaisir. Faites juste nous écrire en DM, en commentaire, sur nos pages de médias sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, ou même sur le forum, notre page dédiée sur Facebook aussi, à 100 Pool Podcast. Ça nous fait toujours un grand plaisir de vous répondre pour tenter de vous aider à gagner votre pool cette année. Salut les poolers.